Re-bienvenue tout le monde à la deuxième présentation de cet automne des séminaires RQMP étudiants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un étudiant, c'est le professeur David Sénéchal qui continue sa présentation sur l'historique de la conception de la bombe nucléaire durant la deuxième et la guerre froide. Donc je lui laisse la parole. Voilà, merci et je m'excuse pour ce léger retard. Et la preuve que je ne suis pas étudiant, c'est que ça m'a pris 10 minutes à ranger mes écrans correctement. Sinon, ça aurait été instantané, certainement. Bon, alors, donc, j'ai calculé dans ma présentation, j'ai 24 diapos par moitié. Donc, j'en ai fait 24 la semaine dernière et j'en fais 24 aujourd'hui, si tout va bien. Donc, rapidement, pour ceux qui peut-être ne se souviennent pas trop, je vais faire j'ai parlé du développement des armes nucléaires, les réactions en chaîne, les idées physiques comme celle de Szilard, enfin sur l'énergie de liaison, 1933 étant le contexte, la découverte de la fission par Hahn et Strassmann, 1938-39, les travaux d'autres groupes, en particulier en France, des gens qui se sont établis à Montréal plus tard même, temporairement pendant la guerre, les efforts allemands, la lettre qu'Einstein a écrite à Roosevelt pour lui demander d'encourager la recherche sur la physique nucléaire en vue de faire des réactions, enfin, de contrôler la fission et de s'intéresser aux armes. Le réacteur nucléaire que Fermi a construit en dessous des gradins du stade de l'Université de Chicago et le projet Manhattan finalement, les différents centres de recherche, ce qui s'est passé à Montréal pendant la guerre avec certains protagonistes, les façons de séparer les isotopes d'uranium 235 et 238, la filière du plutonium, quelques membres du projet Manhattan, le schéma de la bombe atomique d'Hiroshima qu'on appelait Little Boy et celui de la bombe de Nagasaki qu'on appelait Fat Man, qui était, elle, basée sur un schéma d'implosion et sur le plutonium 239, le test de Trinity, la destruction d'Hiroshima, les effets et de Nagasaki 3 jours plus tard, et les réactions, donc les remords, pourrait-on dire même, d'Oppenheimer. Donc c'est là que j'étais rendu. Et maintenant, je peux continuer. Je vais parler des tests qui ont été faits. Il y a quelques films qui vont être présentés et du développement de la bombe H et de la course aux armements. Bon, alors, je vais prendre la balle au vol ici. Au moment de faire les tests, c'est-à-dire, évidemment, tout le monde était content à Los Alamos parmi les scientifiques, mais quand il est venu le temps d'utiliser la bombe, là, c'était une autre chose. Beaucoup de scientifiques pensaient que ce n'était pas nécessaire de le faire. Et donc, il y a tout un débat sur est-ce que les Américains, est-ce que Truman, qui était le président à l'époque, est-ce qu'ils ont eu raison d'utiliser la bombe sur Hiroshima et qu'auraient été les conséquences de ne pas l'utiliser? Et on donne souvent, on formule ce débat en fonction du nombre de morts. N'est-ce pas? Donc, on a tué plein de personnes à Hiroshima, mais combien de soldats américains auraient dû mourir pour envahir le Japon, étant donné la résistance qu'ils ont présentée à la simple conquête de l'île d'Iwo Jima, etc. Et ça, on a joué ça très souvent. On a aussi négligé peut-être de dire qu'il y a une certaine inertie dans le système, dans le sens que lorsqu'on travaille pendant des années sur un projet, on aime bien le voir aboutir. Mais plus important peut-être est la question géopolitique. Donc, il y avait les Russes qui étaient maintenant à la table de négociation avec les alliés occidentaux après la chute de l'Allemagne et il fallait en quelque sorte les impressionner. Donc ça, c'est un facteur important aussi dans la décision américaine d'utiliser la bombe sur Hiroshima, de pouvoir contrôler leurs alliés russes, soviétiques, qui étaient de moins en moins un allié, de plus en plus un rival. Ça a certainement joué. Et ça a joué aussi dans l'utilisation subséquente des armes atomiques qu'on avait pour des tests. Donc, dès 1946, on a fait des tests et la marine même s'est emparée en fait, de l'arme atomique parce que la marine était bien sûr une composante extrêmement influente de l'armée ou de l'armée américaine, appelons ça comme ça. Et ils se sont emparés de deux bombes pour faire des tests autour de l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall. Et ces tests, d'un point de vue militaire, ont été un échec. C'est-à-dire qu'on voulait tester la capacité des bombes atomiques à détruire une flotte ennemie. On avait rassemblé un paquet de navires qu'on voulait sacrifier.
On avait mis sur ces navires des animaux tests, des cochons et des cobayes probablement, j'ai oublié, des rats, je pense des rats et des cochons, quelque chose comme ça. Et on avait premièrement lancé un test ou fait un test atmosphérique où une bombe était relâchée à partir d'un avion, un peu comme à Nagasaki, et avait explosé en vol, c'est-à-dire en altitude. Et ça a eu un effet négligeable sur la flotte. Ça aurait pu tuer des gens, certaines, mais ça n'a pas endommagé la flotte outre mesure. Et d'ailleurs, les aviateurs avaient raté leur cible d'1 kilomètre ou à peu près. C'était pas génial. Ensuite, ils ont fait un test sous-marin, c'est-à-dire qu'ils se sont dit pour couler les navires, on va mettre la bombe en dessous de l'eau, quelques dizaines de mètres. Et c'est un test extrêmement connu, c'est celui qu'on voit le plus souvent. Donc, je vais vous partager ce film. Donc, tout ce qu'on voit surtout, c'est la colonne d'eau. Hein. On voit aussi la propagation de l'onde de choc. Remarquez la forme du champignon. Donc 21 kilotonnes, cette bombe était une réplique de la bombe de Nagasaki, une bombe au plutonium. Et comme j'ai dit, les tests, même celui-ci, n'ont pas eu le succès escompté. Quelques navires ont été coulés, mais pas tous. Les animaux sont morts, oui, mais ça a pris plusieurs jours avant qu'on s'en occupe et qu'on aille vérifier, donc ils sont peut-être morts de faim aussi, c'est difficile à dire. Mais ils ont certainement été affectés par les radiations, puisque ce genre d'explosion émet quand même pas mal d'effets de produits de la fission et de substances radioactives. Et on a critiqué ce test parce qu'il était à peu près inutile, c'était extravagant. On a critiqué aussi l'amiral qui l'a dirigé, surtout à cause de cette photo d'ailleurs. Après avoir terminé l'opération Operation Crossroads, il a coupé un gâteau à l'effigie du champignon atomique en compagnie de son épouse, dont le chapeau semble même assorti à la bombe, avec son vice-amiral. Donc voilà, cette personne est en quelque sorte le champion de l'utilisation des bombes atomiques pour la marine, mais ça ne semble pas être probant à ce stade-ci. Et ça consommait des bombes qu'on n'avait pas en quantité très importante. Une autre série de développements qu'on a fait, alors vous savez, cette bombe au plutonium était très grosse. On a réussi au cours des quelques années qui ont suivi, bien sûr, à miniaturiser le tout. Donc on a abaissé la quantité de plutonium requis, on a utilisé certains trucs, dont principalement l'un consiste à aménager une cavité, un vide qui permet, à l'intérieur de la bombe, qui permet donc à l'onde de choc classique causée par les explosifs d'avoir un meilleur effet de compactification de la masse de plutonium. On a aussi ajouté certains éléments qui peuvent mener à une fusion, donc je reviendrai plus tard là-dessus, mais on a fait ce qu'on appelle en anglais des boosted weapons, ça veut dire qu'on a mis quelques éléments légers, deutérium, tritium, pour pouvoir obtenir des neutrons très rapides, et j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure, mais bref, on a réussi à augmenter la puissance des bombes tout en miniaturisant leur forme physique, et ça a permis de faire des obus atomiques. Donc c'est un peu curieux. Vous avez ici un obus qui contient une bombe au plutonium et qui date du début, qui date vers 1953. C'est un test qu'on a fait pour une arme tactique. Une arme tactique, c'est une arme qui peut être déployée sur un champ de bataille. Et dans ce cas-ci, bien, c'est un canon. C'est le canon atomique, justement, qui a été fait, construit spécialement pour ça, qui a un rayon d'action, ce canon de 32 km, mais qui ici va tirer un obus atomique à 10 km de distance. Comme si on était, par exemple, sur un champ de bataille en Allemagne et que l'armée soviétique innombrable s'en venait vers les Américains et qu'ils voulaient, disons, les arrêter.
C'est un étrange mélange d'une pensée militaire de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire canon, et de l'âge atomique. Donc on peut remercier le destin que ce type de guerre conventionnelle nous a été épargné. Cette arme avait une puissance moindre un peu, elle était bien sûr miniaturisée, mais aussi un peu plus modeste. Je pense que c'était, enfin ça veut dire à la toute fin, voilà, 15 kilotonnes, donc c'était pas 21, mais quand même assez impressionnant. Et je vais finalement montrer ce test ici, qui est un test alors, d'armes sous-marines aussi, qui est là de quelques années plus tard. Ce que je trouve amusant là-dedans, c'est qu'on a pris quelques volontaires. Alors, c'est les règles de sécurité au travail, n'est-ce pas? On n'est pas dans le temps de la CSST ici. On a demandé à une équipe de caméramans d'aller se poster au sommet d'un arbre sur l'atoll qui est à proximité et de filmer ce qui se passe. Donc ça aussi, c'est assez connu comme explosion. And you're watching the waves come closer and closer to the ship, and at 2.5 miles, it's hard to judge how far away it was from surface zero. But suddenly, the waves just washed over the ship, and you could then see how gigantic the height of that wave was. After the shot, it seemed to be a couple of minutes or so before the first wave came in, not very high, and up to that time, the water had been quite calm at the beach, and then the first wave came in, then receded. The second wave came in, and a little higher, and also retreated, and the third wave came in, was the highest, and completely covered the island, about 4 to 6 feet high, and after about 10 minutes, the water subsided, we could get down out of the tree. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu de... Ces pauvres caméramans ont dû être presque submergés par la troisième vague qui résultait de cette explosion-là. Ils ont été secourus un peu plus tard, mais voilà. Il y avait aussi des tests où des soldats devaient se diriger à pied vers l'épicentre de l'explosion, ont été exposés à des radiations, etc. Il s'est passé plein de trucs dans les années 40 et 50 qu'on ne referait plus aujourd'hui, bien sûr. Alors, parallèlement à ça, donc, tout cet effort d'amélioration des armes atomiques par les Américains, les Soviétiques n'ont pas été en reste, sauf qu'ils avaient un certain retard. Retard attribuable au fait qu'ils avaient produit un effort énorme pendant la guerre. Ils ont perdu des millions et des millions, enfin on dit 20 millions de victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc tout leur effort industriel était dirigé vers la défense immédiate contre l'envahisseur allemand et pas pour la création d'une arme hypothétique, même si, au fond, les recherches scientifiques ont démarré en Union soviétique dès 1939, dès qu'ils ont eu les nouvelles de la fission, ils se sont lancés dans des recherches là-dessus, mais c'est uniquement après la guerre que ça a pris un certain essor. Premièrement parce que les dirigeants soviétiques, Staline en particulier, se sont rendus compte que l'arme était réelle, et donc il y avait certainement un produit fini à la fin. Et ils ont mené en fait leur recherche de deux manières. Donc, ils ont fait un programme original pour développer une arme atomique et ils ont aussi profité de l'espionnage. Le réseau d'espionnage de l'Union soviétique était très étendu. Et ils ont finalement décidé, lorsqu'ils étaient présentés avec deux plans, un plan original et les plans de la bombe au plutonium, de suivre les plans américains. Simplement parce qu'on savait que ça marchait, bien sûr. Et ils ont réussi donc à faire exploser leur première bombe que les Occidentaux ont appelée Joe 1. Okay? Joe, c'est Joseph Staline, bien sûr, en 1949. Donc, c'est une copie essentiellement de Fat Man, 22 kilotonnes. On voit la photo en bas à droite. Leur équipe était formée principalement, donc le leader était celui qu'on voit en bas à gauche ici, donc Igor Kurchatov. Et son principal adjoint, donc du point de vue technique, peut-être la personne qui est plus en lien avec la conception même de la bombe, c'était Yuri Khariton, qui a travaillé là-dessus jusque dans les années 90, en fait. Le responsable du programme soviétique, c'était Beria. Pour ceux qui ne savent pas qui est Beria, c'était le chef de la sécurité, c'était le chef ce qu'on appelait pas le KGB à l'époque, mais le NKVD, donc un personnage absolument terrifiant, semble-t-il, qui est responsable de la mort de millions de personnes en tant qu'exécuteur des ordres de Staline.
Et ils ont établi leur équipe dans un monastère désaffecté qui était à l'est de Moscou, à Sarov, un très joli édifice. Et la principale source de renseignement, ben, c'était Klaus Fuchs, qu'on voit ici au milieu. Et j'ai mis un petit drapeau britannique à côté parce qu'il faisait partie de l'équipe britannique à Los Alamos. Vous vous souvenez, à partir de 1943, le programme britannique d'armement atomique s'est fusionné avec le programme américain, le projet Manhattan, et pendant 2 ans, ils ont travaillé ensemble. Après la guerre, ça s'est reséparé. Klaus Fuchs a eu accès, c'était quand même un scientifique de haut niveau qui a fait des contributions importantes au développement de la bombe, d'origine allemande, oui, il s'est joint à l'équipe britannique avant la guerre et il est retourné en Angleterre après la guerre. Il y a toute une série assez... il y a un roman à écrire sur ces choses-là. Premièrement, il y a eu une défection célèbre à Ottawa en 1945 d'un diplomate soviétique qui s'appelait Guzenko, qui a révélé aux autorités canadiennes et puis américaines et puis britanniques qu'il y avait un vaste réseau d'espionnage par les soviétiques sur les secrets atomiques américains. Et Mackenzie King, le premier ministre canadien de l'époque, était très troublé par ça et il s'est confié au premier ministre britannique, Attlee, lors d'une rencontre, et celui l'a simplement redirigé vers son service, vers le MI6, vers le directeur de son service secret, qui malheureusement était un espion russe aussi. Donc, les services britanniques étaient complètement infestés par des espions au service des Russes. Et donc, la chose n'est pas allée très loin. Il a fallu attendre 1950, je pense, avant que Klaus Fuchs soit arrêté. Il a fait la prison. Il a été libéré au bout d'une dizaine d'années, si j'ai bonne mémoire, et ensuite il a immigré en Allemagne de l'Est, où il est devenu directeur d'un centre de recherche sur la physique nucléaire en Allemagne de l'Est. Et donc, c'est lui qui est le principal canal de transmission des renseignements du projet Manhattan vers les Russes. Suite à ça, donc pas suite à ça, mais en même temps, en fait, dès le début du projet Manhattan, certains scientifiques américains et européens immigrés, comme Edward Teller, ont émis l'idée qu'il fallait peut-être s'intéresser à la fusion. La fission limite naturellement la puissance de la bombe parce que on a besoin d'une masse critique de plus en plus grande pour effectuer cette fission si on veut atteindre des puissances plus élevées. Et au-delà d'une certaine masse, eh bien, la bombe elle-même va désassembler la masse critique. Et on ne pourra pas vraiment... Il y a une espèce de puissance critique qui s'approche du mégatonne, je crois, et au-delà de laquelle il est impossible d'aller par une bombe qui est strictement une bombe à fission. Par contre, avec la fusion, c'est différent. Donc, dès 1939, Hans Bethe, dont on voit une photo ici, a proposé les réactions nucléaires qui se produisent au sein des étoiles. Alors, je vais faire un petit résumé de ça ici parce que c'est important. Donc, ces réactions gouvernent l'énergie, en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle proton-proton, gouvernent la façon dont la plupart des étoiles produisent leur énergie, comme le Soleil, par exemple. Donc, on a ici 2 protons. Vous voyez bien mon curseur, je présume? Oui. Oui, ok, merci. Donc, on a 2 protons qui vont donner un deutéron, c'est-à-dire un noyau de deutérium, donc proton-neutron, plus électron, plus électron positif, positron, plus neutrino électronique. Donc ça, c'est une interaction qui, fondamentalement, est nécessaire pour fabriquer des neutrons. C'est une interaction gouvernée par l'interaction... c'est une réaction, gouvernée par l'interaction faible, donc elle implique un neutrino, et elle est très, très lente. La section efficace de cette réaction étant très petite, c'est le goulot d'étranglement de la production d'énergie dans les étoiles. C'est ça qui limite la vitesse. Ensuite de ça, une fois qu'on a produit le premier deutérium, on peut faire proton plus deutérium donne hélium-3. Donc, ensuite, hélium-3 plus hélium-3 donne proton, particule alpha qui est un noyau d'hélium-4. Et bien sûr, les électrons, positrons vont s'annihiler, et ainsi de suite. Donc, on a un bilan énergétique solaire qui est celui-ci, mais qui, au net, nous donne 4 protons, donne une particule alpha. Donc, il y a eu production ici de 2 neutrons là-dedans, grâce à la première réaction qui est ici, mais qui est extrêmement lente. C'est absolument impossible de reproduire ça sur Terre.
Donc, ce qu'il faut faire sur Terre, si on veut adapter, si on veut faire de la fusion, il faut avoir des ingrédients qui nous dispensent de créer des neutrons. Donc, il faut tout de suite avoir des deutérons et des tritons, donc des noyaux d'hydrogène 3, on appelle le tritium, donc triton, donc 2 neutrons, 1 proton. Le tritium est un isotope de l'hydrogène qui est instable, qui a une demi-vie de 12 ans à peu près, et qui est produit typiquement, à l'époque du moins typiquement, quand on place un réacteur, quand on modère un réacteur nucléaire dans de l'eau lourde qui contient déjà du deutérium, et les neutrons qui s'échappent de ça vont collisionner avec les deutérons. Ici, ils vont pouvoir, un neutron va pouvoir être transféré, absorbé par le deutérium, ça n'apparaît pas ici, là, mais pour donner du tritium. Donc, la production de tritium est donc quelque chose qui requiert déjà une infrastructure atomique, si on veut, un réacteur, et de l'eau lourde. Plus tard, on va aussi pouvoir produire du tritium en bombardant du lithium-6 avec des neutrons, donc c'est un autre procédé. Mais à l'époque, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez difficile. D'ailleurs, l'un des plus grands producteurs, sinon le plus grand producteur de tritium dans le monde, c'est Hydro-Ontario, qui en produit quelques kilogrammes à chaque année, je crois, 2 ou 3 kilogrammes, qui sont, je pense, achetés par l'armée américaine. Et pour nous, physiciens de la matière condensée, le principal impact du tritium, c'est que quand il se désintègre au bout de 12 ans, eh bien, ça donne de l'hélium-3. Et donc, c'est une source importante d'hélium-3 qui nous permet justement d'avoir les fameux frigos qui descendent, des frigos à dilution qui permettent d'atteindre des températures très basses. Donc, ça a un impact pour nous. Et c'est un effet, je dirais, historiquement direct ou indirect, mais quand même essentiel de ce développement technologique, là, des armes à fusion. Donc, cette réaction, ou cet ensemble de réactions, implique deutérium, tritium, etc. Et leur effet net, encore une fois, est une fusion de produire de l'hélium-4. Et le lithium-6 aussi fait partie de la chaîne. Pas nécessairement, mais c'est une étape non négligeable de la chaîne si on dispose de lithium-6. Donc, ces réactions, il a fallu les mettre en jeu dans une bombe une bombe H, une bombe de fusion, et ça a été une histoire assez longue. Ça a commencé dès 1944, les discussions, et Teller, c'est celui qui a le plus poussé pour le développement, mais l'idée initiale qu'il avait était ce qu'on appelle le réveil matin, c'est comme ça qu'on l'appelle, alarm clock, était différente. Il voulait mettre des couches successives de matériaux de fusion et de fusion, fission-fusion, fission-fusion, etc., comme un oignon. Ils n'ont jamais testé l'idée, parce que les tests, bien sûr, sont très dispendieux, et ils ont dû se rabattre sur des simulations numériques dès l'époque. Et c'est extrêmement long. D'ailleurs, Feynman est connu pour avoir dirigé une équipe de stagiaires, en quelque sorte, à Los Alamos, dont le rôle était de faire des calculs numériques sur des calculateurs mécaniques, avec même des cartes perforées, et ainsi de suite. Eh bien, la plupart de ces calculs ont été réalisés pour voir si le schéma de Teller pour sa première idée de bombe à hydrogène fonctionnait. Ensuite, ils ont pu profiter de l'ENIAC, une espèce de prototype d'ordinateur ou de calculatrice électronique qui a été élaboré vers 1945-46. Bref, c'était un problème qu'ils ont dû essayer de résoudre premièrement numériquement avec les moyens de l'époque. C'est une tâche colossale. L'idée, finalement, qui est ressortie, le schéma qu'on appelle de Teller-Ulam, et ça ici, c'est Stanislav Ulam, un mathématicien polonais qui était très brillant, qui avait été recommandé par John von Neumann, qui était lui-même encore plus brillant, mathématicien hongrois émigré aux États-Unis, donc un des plus importants du XXe siècle. Eh bien, c'était de faire une bombe à deux étapes, ou 2 étages, on pourrait dire. C'est-à-dire que pour faire la fusion, on doit créer une espèce de gaz, de plasma extrêmement chaud. On doit élever le deutérium, le tritium, etc. à des températures extrêmement élevées. Et la seule façon de le faire, c'est d'utiliser comme détonateur une bombe à fission, donc qui est représentée ici en haut, qui, lors de l'explosion et avant qu'elle désassemble le tout, va expulser en premier des rayons X. Donc, avant que l'onde de choc sorte de la bombe à fission, la première chose qui sort, ce sont des rayons gamma et des rayons X, donc des photons. Les photons vont sortir,
vont être réfléchis en partie par l'enveloppe de la bombe et vont vaporiser du polystyrène, oui, le polystyrène blanc, là, qui est situé ici en jaune. Ça va créer un plasma extrêmement chaud qui va compresser le cœur cylindrique qui est ici, qui comporte justement le matériau de fusion, qui est en gris moyen. Au centre se trouve ce qu'on appelle une bougie d'allumage, un spark plug en anglais, là, qui contient de l'uranium 238. 238 et non pas 235. Donc de l'uranium presque naturel. Pourquoi? Parce que la réaction de fusion, comme on l'a vu, et je vais reculer un peu, voilà, elle produit des neutrons. Les neutrons qui sont ici sont des neutrons rapides, qui ont beaucoup d'énergie cinétique, plus que 1 méga-électron-volt souvent. Et ces neutrons rapides peuvent maintenant réagir avec l'uranium 238 qui n'est pas fissile et il n'est pas fissile à basse énergie pour des neutrons de basse énergie, mais il devient fissile pour des neutrons qui ont une énergie cinétique plus grande qu'un méga-électron-volt. Et donc là, on peut faire la fission de l'uranium 238 et avec tout ce que ça implique de réaction en chaîne, d'émission de neutrons secondaires, ainsi de suite. Et donc, c'est la fusion qui permet la fission rapide de l'uranium 238. Ça va produire, dans cette arme, la plus grande partie de l'énergie. En fait, dans une bombe H comme celle-ci, dans ce schéma-là, les trois quarts de l'énergie, est produite par la fission de l'uranium 238 et non pas par la fusion même. Ce qui fait que cette bombe est une bombe sale. Alors même si la fusion, si elle était pure fusion, ne générerait pas de produits radioactifs, ce serait une bombe propre, entre guillemets, mais le fait que la plus grande partie de son énergie vienne de la fission de l'uranium 238 en fait une bombe sale, malheureusement. Donc, cette étape donc, de compression du matériau de fusion, et de compression de la bougie d'allumage qui est au centre, mais là, déclenche l'explosion elle-même. Bon, Teller. Parlons de Teller un petit peu. Donc, bien sûr, on connaît Teller pour ses contributions purement scientifiques. Hein. L'effet Yann-Teller en physique du solide, une étude assez extensive de la désintégration bêta. Hein. Donc, il a fait de grandes contributions avant de rentrer justement dans le projet Manhattan. C'était quelqu'un qui était farouchement anticommuniste. Hein. C'était un Hongrois qui a vu, donc tout de suite après la guerre, l'oppression de son pays par Staline. Et c'était un ami de Landau. Hein. L'anecdote, c'est qu'il a déjà publié avec Landau. Landau était bien sûr en Union soviétique. Et Landau avait été emprisonné, donc exilé, enfin, envoyé dans un camp, dans un goulag, vers 1938, par Staline, pour des opinions, pour libre penseur, si on veut. Donc, j'ai oublié les détails exacts, mais bref, il était considéré comme un élément rebelle du régime. Et il a fallu que Kapitsa, qui a beaucoup travaillé sur la cryogénie, Kapitsa, donc la suprafluidité, insiste auprès du régime que Landau était absolument nécessaire à son laboratoire pour que Landau soit libéré. Il est resté plus d'1 an et ça a affecté beaucoup sa santé. La légende veut que Landau ait commencé à réfléchir à son cours de physique théorique alors qu'il était en internement. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bref, Teller savait ce qui était arrivé à Landau et donc ça l'a rendu encore plus anticommuniste qu'avant. Donc il y avait une peur bleue que ce type de régime se répande dans le monde, à tort ou à raison. Mais donc c'est lui qui a le plus poussé pour le développement de la bombe H. Il a même témoigné contre Oppenheimer en 1954, quand Oppenheimer est passé devant un comité pour voir s'il devait conserver sa carte de sécurité, disons, donc sa permission d'avoir accès aux secrets. Et donc Oppenheimer les a perdus à ce moment-là, en bonne partie en raison d'une intervention de Teller qui soulevait des doutes quant à sa loyauté, disons. Okay, donc ça, c'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup d'amis. Il a été ostracisé, si on veut, par à peu près la grande majorité de ses collègues physiciens, mais il est devenu directeur du laboratoire de Lawrence Livermore après la guerre. Et il a même été partisan peut-être que je fais appel à des souvenirs des gens de ma génération, dans les années 80, il y a eu une initiative stratégique démarrée par Ronald Reagan pour un système de défense antimissile, qu'on a appelé de manière dérogatoire Star Wars.
et qui n'a jamais vu le jour, vraiment. Mais lui, c'était un des défenseurs de ce truc-là. C'est un projet qui allait manifestement contre les traités signés entre les Américains et les Russes pour empêcher ce genre de système de défense antimissile, parce que c'était quelque chose qui pourrait être utilisé, semble-t-il, pour justifier une attaque préventive, donc ce qu'on appelle en anglais first strike, donc une première attaque nucléaire. Voilà, donc Teller, c'est en quelque sorte une figure qui a été un peu caricaturée comme étant celle du savant fou ou enfin du génie du mal, ce qui est vraiment extrêmement exagéré et très injuste. Donc j'ai cette citation et on ne sait pas qui l'a dit. Est-ce que c'est Rabbi ou Bethel? C'est peut-être une légende. It would have been a better world without Teller. C'est très méchant, mais enfin. Alors, la première bombache dans ce schéma Ulam Teller a été construite premièrement à base de deutérium et de tritium liquide. On pensait que ça prenait une densité importante. On ne voulait pas avoir un composé solide d'hydrogène, enfin de deutérium. Et donc, on a fait une bombe théorique en quelque sorte. On a fait les trucs le plus simples possible et on a fait une expérience qui devait non pas être très pratique, mais qui devait coller le plus possible à un schéma théorique simple de la bombache. Et c'est comme ça qu'est né Ivy Mike. Donc, ça, c'est le nom du test. On a ici l'espèce de bombe qui est en fait un gros dewar, donc en fait, parce que ça contient des produits cryogéniques. Donc, c'est une bombe cryogénique. Elle est à température inférieure à celle de l'hydrogène liquide. Elle contient. Donc, comment ils ont transporté tout ça? Ils ont transporté tout ça à partir de Los Alamos jusque dans une île du Pacifique, dans l'atoll des Winnetok, avec tout le matériel cryogénique, etc. Ils ont fabriqué la bombe en suivant le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, avec des tuyaux qui sortent ici, qui sont des espèces de moyens de mesure. On veut ici mesurer le flux de rayons gamma, ainsi de suite, qui vont sortir de cette explosion avant que tout se désintègre. Il va y avoir une transmission de ces signaux vers un poste qui est situé 2000 plus loin et qui va pouvoir transmettre par radio les mesures avant d'être vaporisé par la bombe. Et donc, ce n'est pas une arme livrable, bien sûr, c'est plus une expérience avec une puissance de 10 mégatonnes quand même. Et donc, ça a fonctionné. Ici, on voit une personne assise ici. Ça nous donne une idée de la taille de l'objet, donc c'est vraiment pas pratique. Et donc, la bombe a été placée dans cette espèce de bâtiment avec un espèce de long canal de transmission pour l'instrumentation qui se dirigeait vers un canal de transmission radio des mesures. Il y a 4 îles que vous voyez ici. Donc, on les voit ici, ces îles. Donc, l'île d'Elugelab, c'est là qu'était la bombe. Ensuite, l'île de Bogon, c'est là qu'était la transmission radio. Ça, c'est avant l'explosion. Et ça, c'est après l'explosion. Donc, l'île d'Elugelab a été complètement vaporisée avec un cratère qui a été cratère de plusieurs, j'ai oublié la profondeur, mais enfin assez impressionnant. Donc, est-ce qu'on a une vidéo de ça? Oui, bien sûr. En fait, l'armée américaine a fait un film là-dessus, mais je vais simplement présenter l'explosion elle-même, pas tout le film parce que c'est un peu long. Là, ici, c'est un peu accéléré comme vidéo parce que ça a pris plusieurs minutes avant que le nuage se développe. Pour vous donner une idée, la largeur de ce champignon, en haut, à la fin, était de 100 000, okay, donc 160 km. Même la base du champignon avait plusieurs dizaines de kilomètres. Hein. Donc, c'est assez monstrueux. Bien sûr, les Russes ont voulu faire la même chose. Et ils ont commencé par suivre la première idée que Teller avait eue. Est-ce que c'était le résultat d'un espionnage ou non? C'est pas clair. Je n'ai pas l'impression. Il y avait bien sûr une idée indigène à la Russie qui avait été proposée par Andrei Sakharov. Andrei Sakharov, donc vous voyez une photo ici à cette époque,
était très célèbre plus dans les années 70 et 80 comme étant un dissident en exil interne en Union soviétique, et il y avait plein de pression pour qu'il soit libéré. Donc, Andrei Sakharov s'est joint à l'équipe soviétique en 1948 pour le développement de la bombe H, et c'est lui qui a imaginé ce qu'on appelle le sloïka, ou le gâteau à étage, en fait, qui est cette espèce de schéma où on a des couches concentriques de matériaux de fusion et de fission. Et c'est la première bombe H que les Russes ont fait. Eux l'ont en fait fabriqué alors que les Américains n'ont jamais fait. Donc ce gâteau étagé donc, a été fabriqué en 1953 et avait une puissance de 400 kilotonnes, donc c'était plus limité que le 10 mégatonnes. Mais ensuite, ils ont fait leurs propres armes à deux étages, comme ce que les Américains ont fait. Dès 1955, ils avaient ce genre de bombe. Alors, Sakharov, c'est un type extrêmement intéressant, donc, parce qu'il a aussi des contributions importantes à la physique fondamentale, en particulier sa théorie sur le déséquilibre entre matière et antimatière, qui date de 1967, et qui explique pourquoi dans l'univers, il y a un surplus de matière sur l'antimatière, en faisant intervenir donc la violation de la symétrie d'inversion du temps dans le modèle standard, qui n'était pas connu à l'époque, mais enfin, c'était connu qu'on avait besoin de cet ingrédient pour expliquer le déséquilibre entre matière et antimatière. Il a aussi écrit un pamphlet clandestin à l'époque, donc Réflexion sur le progrès, la coexistence et la liberté intellectuelle en 1968. Sakharov a eu des ennuis, pas juste après cette époque-là, mais même au tout début, vers 1950 ou dans ce point-là, donc dans le temps de Beria et de Staline, il avait affirmé publiquement qu'il croyait en l'hérédité mendélienne. Vous allez me dire pourquoi est-ce un crime? Parce qu'il y avait à l'époque en Union soviétique un type qui s'appelait Lysenko, qui était un généticien, en guillemets, qui prétendait qu'on pouvait affecter le génome d'une plante par son environnement. Donc une espèce d'hérédité lamarckienne, si on veut, et qui affirmait pouvoir de cette manière faire du meilleur blé et augmenter la production de blé en Union soviétique. Et Staline avait cru à ça. Et Lysenko était devenu une espèce de maître à penser en biologie dans l'Union soviétique de l'époque, d'une manière imposée. Donc, si on osait remettre en question cette idée fausse qu'il avait, eh bien, on avait des ennuis. Et donc, Sakharov trouvait ça absurde de se plier à l'autorité pour une idée scientifique. Et donc, il avait ouvertement, quand je dis ouvertement, c'est pas publiquement, mais auprès de ses collègues et auprès des autorités, il avait désapprouvé la théorie de Lysenko, et il a été pour ça suspendu, mis en exil encore une fois temporairement. Il a fallu que les chefs du projet atomique soviétique insistent auprès des autorités pour le libérer. C'est un élément essentiel. Donc c'est vraiment, ça donne une image assez inquiétante du climat en Union soviétique à l'époque. Et donc Sakharov, qui donc était très connu comme dissident, qui a été libéré finalement, peu avant sa mort, en 1986, était une figure très connue au moment où l'Union soviétique, justement, se libéralisait, dans le temps de Gorbatchev, ainsi de suite. Mais c'était quand même un des auteurs principaux, des concepteurs principaux de la bombe H soviétique. Et donc, les Russes ont développé cette bombe à 2 étages, dont la plus puissante jamais explosée, et je ne montrerai pas de film là-dessus, donc soyez rassurés, qu'on appelait la Tsar Bomba, donc la bombe, le tsar des bombes, si vous préférez. Cette bombe a été explosée en 1961, le 30 octobre, en Nouvelle-Zamble, Novaya Zimla. C'est ça, c'est le point rouge sur la carte, donc très au nord, dans l'Arctique, avec une puissance de 50 mégatonnes. Elle aurait pu même être plus puissante, 100 mégatonnes, si on avait mis un réflecteur à neutrons autour, mais ça rendait la bombe trop grosse et trop lourde pour être transportée et larguée d'un avion. Alors, quels sont les effets de cette explosion-là? Ça fait peur un peu à tout le monde. Ça pouvait causer des brûlures au 3e degré à 100 km de distance. Il y a un village à 55 km qui a complètement été rasé. Et curieusement, il y a des fenêtres qui ont été fracassées en Norvège et en Finlande. Norvège ici, et Finlande ici. C'est des centaines de kilomètres ici, là, d'accord?
apparemment donc par un phénomène de focalisation atmosphérique. Donc, ce n'est pas essentiellement un phénomène en 1 sur R comme amplitude, mais un phénomène de focalisation. L'onde sismique que ça causait a été détectée après 3 tours autour du globe. Donc, l'explosion humaine, si on veut, la plus puissante jamais réalisée. Pourquoi faire des bombes aussi intenses? Parce que les Russes, apparemment, n'avaient pas les moyens de livrer les bombes au bon endroit avec suffisamment de précision. Donc, ce qui a été fait à partir des années 50, bien sûr, et même 40, c'est la prolongation des recherches que les Allemands faisaient pendant la guerre sur les fusées. Et on s'est rendu compte que la meilleure façon de détruire l'adversaire avec des armes atomiques, c'est de lui envoyer des missiles. Et donc, tout le programme spatial, c'est triste à dire, mais tout le programme spatial russe et américain sur le développement des fusées pour aller sur la Lune, pour lancer des satellites, et ainsi de suite, était en fait un développement parallèle à celui des missiles intercontinentaux pour livrer des armes atomiques. C'est le visage civil, si on veut, d'un programme identique, mais qui visait à créer ces missiles intercontinentaux. Après cette explosion en 1961, il y a eu un accord entre les Russes et les Américains pour arrêter les tests atmosphériques. Il y a eu des tests souterrains, mais les tests atmosphériques se sont arrêtés à ce moment-là. Ce qui n'était pas au goût des Français, bien sûr, qui, eux, avaient un certain retard dans le développement des armes nucléaires. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils ont été complètement isolés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc ils n'avaient pas fait partie du projet Manhattan. On se souvient qu'il y avait une couple de scientifiques français qui travaillaient à Montréal, mais qui ont été éjectés du projet dès que les Britanniques l'ont fusionné avec le projet Manhattan. Ils sont retournés en France. Et en France, après la guerre, la principale figure scientifique française en physique nucléaire était Frédéric Joliot, qu'on voit ici, qui ne cachait pas ses sympathies communistes, bien sûr, était tout à fait opposé au développement des armes nucléaires. Et donc, oui, le civil s'est développé, mais pas le militaire, jusqu'à ce qu'on le remplace. Donc, on le remplace par Francis Perrin, qu'on voit ici. Francis Perrin, c'est le fils de Jean Perrin, qui est prix Nobel de physique, plus connu au début du XXe siècle pour ses travaux sur le mouvement brownien. Bon, Francis Perrin a pris la direction du programme. Francis Perrin a fait aussi une autre contribution intéressante. C'est lui qui a proposé l'existence des réacteurs nucléaires naturels. On entend par là des mines d'uranium, enfin des gisements d'uranium, qui, dans un passé lointain, peut-être 2 ou 3 milliards d'années dans le passé, auraient pu constituer les réacteurs nucléaires naturels. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus. Un réacteur nucléaire à l'uranium naturel a besoin d'eau lourde pour modérer les neutrons, sinon la réaction en chaîne ne peut pas être entretenue. Mais si on remonte 2 ou 3 milliards dans le passé, étant donné que la demi-vie de l'uranium-235 est plus courte que celle de l'uranium-238, la proportion d'uranium-235 était plus élevée. Donc l'uranium était naturellement enrichi, si on veut, il y a 2 ou 3 milliards d'années, ce qui permettait naturellement d'avoir des réacteurs nucléaires dans des gisements d'uranium où l'eau pouvait s'introduire. Donc, il y a toute une physique ici de réacteurs cycliques, comme une espèce de geyser. C'est comme un geyser nucléaire, en fait, où la réaction se produit, vaporise l'eau, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'eau, l'eau retombe, ça recommence, et ainsi de suite. C'est assez intéressant. Et c'est un phénomène naturel qui a été proposé par Francis Perrin, dont on voit des traces dans les mines d'uranium en Afrique. Bon, alors, fin de la parenthèse. Donc, les Français ont établi leur centre d'études atomiques donc à Saclay vers la fin des années 50. On voit ici une vieille photo là, dans un champ de blé. L'établissement de ce centre de recherche a suscité la controverse en France pour 2 raisons. En petite partie parce que, bien sûr, c'était de la recherche militaire qu'on voulait y faire, et en grande partie parce que ça gobait tout un champ de blé et que les agriculteurs du coin n'aimaient pas ça. Mais ça, c'était une autre époque. Ils ont réussi à partir de 1956, à mettre des bouchées doubles, donc à se lancer dans le développement de la bombe atomique. Ils ont explosé la première en 1960, donc dans le test qu'on appelait Gerboise bleue, en Algérie, donc dans le désert du Sahara, avec une puissance de 65 kilotonnes, qui est en fait la puissance la plus élevée parmi un premier test de bombe atomique. Et ensuite, ils ont planché pendant quelques années sur la bombe H, pour finalement avoir la bonne recette. Donc, ça a été réinventé, le schéma de Teller-Ulam, a été réinventé par ce jeune, il est jeune sur la photo, mais enfin, Michel Carayol,
Difficile de trouver une photo de cette personne, en fait, c'est la seule que j'ai trouvée, qui était le principal inventeur de la bombe H française. Et en 68, ils ont fait leur premier test. Donc, vous voyez, les Britanniques déjà avaient fait un test d'armes de bombes à hydrogène en 1956, mais les Britanniques avaient bien sûr cette collaboration préalable avec les Américains qui leur donnaient une longueur d'avance. Donc, bref, on voit ici la prolifération qui commence et la course aux armements entre les Russes et les Américains devient extrêmement intense. J'ai ce graphique ici qui donne le nombre de bombes ou enfin d'ogives nucléaires en fonction des années dans les deux camps. Donc, on voit ici des chiffres astronomiques. Les Soviétiques ont eu, dans les années 80, un record de 40 000 à peu près, 40 000 ogives nucléaires. Les Américains, 30 000. Pourquoi autant? Parce que, bien sûr, dans la stratégie militaire de l'époque, il ne s'agissait plus de détruire des villes ennemies, mais de détruire les missiles ennemis, donc de détruire les sites de lancement de missiles des ennemis, donc détruire des ogives nucléaires avec d'autres ogives nucléaires avant qu'elles soient utilisées. Donc, c'est une logique dont on peut difficilement sortir. Et il y a eu des traités divers à partir des années 70 qui ont été faits pour limiter ce nombre d'ogives. Et à partir de 1991, un traité a été signé qu'on appelle le START I, donc sur la réduction du nombre d'ogives. Donc, ils se sont entendus pour réduire ce nombre ridicule, et c'est pour ça que ça décroît à partir de 1991. Et qu'aujourd'hui, on en est à des nombres plus raisonnables. Vous allez me dire, raisonnable, c'est quand même quelques milliers. Pendant ce temps-là, avant que ce soit réduit, eh bien, on a assisté à une espèce de psychose ici qui était tout à fait dangereuse. Donc, j'ai ici une photo de Curtis LeMay. Curtis LeMay, c'est un général d'aviation américain, et on dirait que cette photo est tirée d'un film. C'est pas tiré d'un film, c'est une vraie photo de Curtis LeMay, qui était un type assez extrême, qui était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en charge des bombardements incendiaires contre l'Allemagne et le Japon. C'est lui qui a construit la SAC, Strategic Air Command, donc un groupe d'aviation à partir de 1948, dont le rôle était de porter des armes nucléaires contre l'Union soviétique. Il a mis en place l'opération Chrome Dome, qui visait à avoir en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des escadres de bombardiers américains qui étaient toujours en route vers l'Union soviétique, via le Canada, n'est-ce pas, donc à travers le pôle Nord, pour frapper l'Union soviétique, et qui faisaient demi-tour au dernier moment. Donc, il y avait une espèce de flux constant d'avions qui devaient y aller et revenir, et ainsi de suite. Ça, c'était avant qu'on dispose d'un grand nombre de missiles stratégiques. Il a poussé pour une frappe préventive. Il a poussé pour l'invasion de Cuba en 1962, quand on a trouvé que les Soviétiques y avaient installé des missiles à moyenne portée. C'est de lui que vient la phrase célèbre au sujet du Vietnam, « Bomb them back to the Stone Age », donc il voulait effectivement utiliser des armes nucléaires contre le Vietnam du Nord. Il a même été candidat à la vice-présidence en 1968 avec George Wallace, qui était un candidat ségrégationniste d'extrême droite. Ils n'ont pas gagné, c'est Nixon qui a gagné en 1968 quand même. Mais bref, personnage assez inquiétant. Et qui était dans l'esprit du temps. Les Américains, pendant toutes ces années, ont dû aussi faire face à des accidents. Des accidents qui, c'est pas étonnant, étant donné le très grand nombre de bombes dont ils disposaient, qu'on en perde quelques-unes, rien de surprenant là-dedans. Donc, c'est ce genre d'accident d'armement nucléaire, on appelle ça en anglais les broken arrows. Je liste ici les 4 plus célèbres. Un B-52, donc un B-52, c'est comme ce type d'avion, c'est encore en service aujourd'hui. Il y a un B-52 qui s'est écrasé en Caroline du Nord en 1961, à Goldsboro. Il s'est écrasé, bon, défaut mécanique, bris mécanique de l'avion, 2 bombes à bord. Ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'il y a une série de dispositifs de sécurité autour d'une bombe H pour l'empêcher de déclencher, n'est-ce pas? Donc, c'est pas quelque chose ça doit être armé, ça doit être autorisé, ainsi de suite. 5 des 6 dispositifs de sécurité n'ont pas fonctionné. Donc, il y a un simple commutateur dans cette bombe qui a empêché l'explosion de la bombe de 3,8 mégatonnes au-dessus de la Caroline du Nord en 1961. Assez inquiétant. Parce que tous ces trucs-là, finalement, sont rarement testés.
Un autre accident célèbre, c'était en Espagne, Palomares, 1966. Il y a eu une collision entre un B-52 et un avion de ravitaillement. Bien sûr, les B-52 étaient à longue portée, ils devaient être ravitaillés par des avions de ravitaillement. Il y a une collision, 4 bombes à bord, 2 ont été détruites là-dedans, en chutant avec une dispersion de matière radioactive. Une bombe a été tombée à la mer, ça a été récupéré plus tard. L'accident de Tulé, ça c'est mon préféré, en 1968. Alors écoutez bien cette histoire. Donc, dans cette opération Chrome Dome, il y avait des B-52 qui allaient toujours vers l'Union soviétique. Et il y avait une base de radar à Tulé, ça c'est au Groenland, très au nord du Groenland, une base de radar opérée par les Américains qui pouvait détecter les bombardiers soviétiques qui viendraient frapper les États-Unis. Alors, le problème ici, c'est que qu'arrive-t-il si les Russes frappent cette base en premier? C'est ce qu'ils feraient normalement, pour empêcher la base de communiquer l'information de leur invasion. Alors on s'est dit, oui, si la base est frappée, ben, c'est comme si les Russes l'avaient détruite, il faut donc lancer une attaque. Par contre, elle pourrait avoir des problèmes de communication, peut-être que l'antenne est défectueuse, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas vraiment se fier sur le manque de communication avec la base de Tulé pour déclencher une attaque nucléaire, il faut donc la surveiller. Ils ont pris un des B-52 de l'opération Chrome Dome et ils lui ont demandé de circuler, de faire des ronds autour de la base de Tulé pour la surveiller. Autrement dit, si jamais on a un problème de communication, on va communiquer avec le B-52 et lui demander est-ce que la base est correcte. Il va dire oui, donc conclusion, c'est un problème de communication d'antenne, puis on ne lance pas l'attaque. D'accord. Sauf que ce fameux B-52 était porteur de bombes. Et les aviateurs qui le pilotaient avaient froid. Ils avaient froid parce que c'était à haute altitude et c'est près du pôle Nord, et ainsi de suite. Et donc, certains ont triché et ont apporté avec eux une petite chaufferette pour chauffer leur siège. Le siège est en vinyle. Malheureusement, ça a pris feu. Donc, le B-52 a pris feu avec ses bombes. Il s'est écrasé. Certains des aviateurs ont pu s'échapper, d'autres sont morts. Mais les bombes se sont volatilisées, sans explosion nucléaire, mais ont contaminé 2,1 millions de litres ou plus de glace à proximité de la base. Alors, vous imaginez qu'à ce moment-là, ils ont perdu contact avec ce B-52, bien sûr, et ils ont dû demander à la base, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes attaqué? La base a dit non, on n'est pas attaqué. Donc, mais ça aurait pu déclencher une troisième guerre mondiale, ce truc. Et là, ils ont récupéré toute cette glace contaminée, ils l'ont traitée aux États-Unis avec en fait, un truc extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Un autre accident célèbre, c'est l'explosion d'un missile Titan. Donc ça, c'est un missile intercontinental qui était basé en Arkansas, dans un silo. Missile Titan basé donc sur le mélange de deux produits, carburant-comburant, dans des réservoirs superposés. Malheureusement, lors d'un entretien de routine, quelqu'un a échappé un outil dans le silo, une clé anglaise qui a endommagé la surface et une valve du missile. Il y a une fuite de carburant et ça a explosé. Ça a explosé quelques heures plus tard. Ça a projeté l'ogive nucléaire au loin sans qu'il y ait explosion nucléaire. Ça fait un mort, mais quand même, il y a eu, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et enfin, il y a un accident dont on ne parle jamais. Parce que je peux cliquer là-dessus, ça va peut-être fonctionner. Ah, je vais partager ce truc-là. Alors, attendez un peu, je vais faire un nouveau partage d'écran avec ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est l'incident de Rivière. Ça va? L'incident de Rivière-du-Loup. Alors ça, c'est proche de chez nous, n'est-ce pas? Donc en 1950, il y a des B-29, enfin des B-50, c'est proche d'un B-29, qui ont échappé, enfin il y avait des ennuis mécaniques de l'avion, et qui ont dû, de retour vers le Maine, parce qu'il était plus dans le nord, se rediriger vers une base dans le Maine, ils ont eu des ennuis mécaniques, ils ont dû larguer leur bombe au-dessus du Saint-Laurent. La bombe contenait 45 kg d'uranium-238, bien sûr, et mais elle n'était pas activée, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas le cœur en plutonium dedans. Bon, mais quand même, ils ont dû exploser cette bombe au-dessus du Saint-Laurent. Ça a répandu, bien sûr, l'uranium-238 un peu partout. C'est faiblement radioactif, donc ce n'est pas extrêmement dangereux. Mais un accident comme celui de Palomares aurait pu se produire ici aussi, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, on est sur le chemin. Le Canada est dans les jambes. Il est sur le chemin entre les États-Unis et l'Union soviétique pour toutes ces attaques basées sur l'aviation. Et donc, oui, on a eu un accident nucléaire au Québec en 1950
mais on n'a jamais parlé à l'époque, c'est tenu secret, et ça a été révélé uniquement dans les années 80, je crois. Donc voilà, je vais retourner à ma présentation, alors, si je peux la trouver. Où est-elle? Attendez un peu, je vais petit ennui technique. Je vais donc retourner, voilà, ici. Il faut que j'arrête mon partage avant, probablement. Alors, je vais... Attendez un instant. Nouveau partage, arrêter le partage. Oui, ça va être plus simple si je fais ça. Bon, attendez un instant. J'ai un problème de logistique ici. Là. Attendez un peu. Je vais me mettre... Il faut que j'arrête ma présentation avant. Alors, je suis désolé. Petit contretemps. D'accord. Ok, là je partage. Ici, comme ça, je me remets ici, je partage et je fais la lecture. Voilà. Désolé pour le petit contretemps. Bon, alors je vais terminer bientôt par cette discussion, là je me dépêche, uniquement du coût du programme d'armes nucléaires. On a ici un total pour les Américains seulement de 5,8 trillions de dollars, ok, entre 1940 et 1996, en dollars de 1996, donc ça fait 25 ans, donc disons 10 000 milliards de dollars, hein, dont la plus grande partie, en rouge ici, concerne le déploiement des bombes. C'est un coût énorme. On a dit que la course aux armements a causé l'effondrement du communisme en Union soviétique, mais ça a eu des conséquences énormes aussi aux États-Unis. Ça a consommé des ressources incroyables qui auraient pu être affectées à d'autres choses. Les stocks actuels d'armes nucléaires, on n'est pas sorti du bois quand même, à peu près 2700 ogives aux États-Unis, entre 4800 et 5800 en Russie. Les autres pays ont des stocks modestes. En France, 300 ogives, au Royaume-Uni, 160. Les laboratoires, ça concerne beaucoup les étudiants en physique parce que souvent ils ont des stages, pas souvent, mais ça peut arriver, qu'ils aient des collaborateurs ou des collaborations ou même des stages dans les laboratoires nationaux américains. Alors, les plus connus sont Sandia, Livermore, Los Alamos, Oak Ridge, Argonne. Ce sont tous des laboratoires qui ont été créés pour fabriquer des bombes atomiques et des bombes nucléaires, mais qui ont un programme civil en même temps, avec des budgets assez importants, on les voit ici, en milliards par année, n'est-ce pas? Un nombre d'employés, toujours dans les milliers. Hein? Donc, tous ces grands laboratoires ont typiquement une aile civile où il y a de la science, appelons-la normale, qui se produit, et une circonférence secrète. Et c'est un secret de polichinelle que l'aile civile de ces labos vise à recruter des scientifiques de haut niveau pour l'aile secrète. Donc, en leur donnant l'occasion de faire de la science utile, oui, une science normale de type universitaire, on peut attirer des gens de talent dans le cœur du laboratoire qui est encore secret. Alors, qu'ont fait les scientifiques contre la course aux armements? Ils ont fait des mouvements. Il y a ce mouvement, premier, le mouvement Pugwash, qui a été initié par le manifeste Russell-Einstein en 1955, signé par les gens qui sont ici, n'est-ce pas? I am bringing the warning pronounced by the signatories to the notice of all the powerful governments of the world in the earnest hope that they may agree to allow their citizens to survive. Bon, c'est très idéaliste, bien sûr. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Probablement, mais il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je vais terminer par ces deux citations. Je ne sais pas quelles armes seront utilisées lors de la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième sera livrée avec des pierres et des bâtons. Einstein. Bethe a dit « Si nous gagnons une guerre en utilisant l'arme nucléaire, l'histoire ne se souviendra pas des idéaux que nous défendions, mais des moyens utilisés pour les imposer. Et ces moyens seront comparés à ceux de Gengis Khan qui a massacré, pas de S, les habitants de la Perse jusqu'au dernier. » Voilà, je vous remercie de votre patience. J'ai dépassé un peu mon temps. Merci. Merci beaucoup, David. Donc, joignez-vous à moi pour applaudir David avec la réaction de Zoom. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Vous pouvez lever la main ou juste unmute votre micro. Là. J'en aurais une. Moi, c'est Yves Bérubé-Lausière de l'Université de Sherbrooke. Salut. Oui, bonjour, David.
Tu parlais de peut-être d'une des utilités de la recherche nucléaire pour produire de l'hélium-3. Est-ce que ça en produit en grande quantité? On entend beaucoup parler du tarissement des sources d'hélium, des sources naturelles. Ça pourrait venir remplacer ça éventuellement, ou déjà c'est le cas, puis on ne se soucie pas de gonfler des ballons avec. Je ne connais pas trop les détails, en fait. Je dois dire que, bien sûr, je sais Alors, il y a une chose de rassurant sur les armes nucléaires, c'est que si on ne fait rien, le problème se règle tout seul. Ce que je veux dire, c'est que le tritium est un élément essentiel du fonctionnement de la conception des bombages. Et le tritium a une demi-vie de 12 ans. Donc, si on ne le remplace pas, éventuellement, les bombes deviendront inefficaces. Okay? Donc, c'est bien d'avoir un problème qui se règle tout seul. Mais donc, quand ils changent de tritium, ils doivent récupérer le produit de désintégration. Donc, ils récupèrent l'hélium-3 comme ça. Okay? Mais c'est pas la seule façon. On n'est pas obligé de mettre le tritium dans une bombache pour produire l'hélium-3. On peut aussi le produire simplement en attendant que le stock de tritium se désintègre. Donc, j'ai dit que l'Ontario en produisait 2,6 kilos par an, je pense. Il faudrait que je vérifie le nombre en kilogrammes. Quand dans un frigo à dilution, ça se compte en grammes, n'est-ce pas? C'est très peu. Ça se vendait à peu près quelques milliers de dollars du litre gazeux. Donc, c'est pas des masses énormes. Je sais qu'il y a eu des problèmes il y a quelques années parce que les États-Unis avaient un monopole sur le stock, donc il fallait que ça passe par les Américains avant qu'on puisse obtenir de l'hélium-3. Mais je ne sais pas exactement quelle est la proportion d'hélium-3 qui vient directement du tritium civil, entre guillemets, et du tritium militaire. Ça, je ne sais pas. Merci. D'autres questions? Moi, j'en aurais une. En fait, je n'avais pas tellement bien compris l'histoire de la puissance critique pour la bombe à fission. Est-ce que tu pourrais juste peut-être... La puissance critique. Oui. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de puissance critique. La masse critique, tu veux dire? Ou... la puissance maximale qu'on peut atteindre avec juste la fission. OK, avec la fission seulement. OK, oui, d'accord. Ouais. Donc, apparemment, pour augmenter la puissance d'une bombe à fission, il faut augmenter la masse de combustible. Et c'est une question de géométrie et donc de choc, parce que quand l'explosion se produit, je pense qu'il y a une expansion de cette masse qui, je pense, il doit y avoir une propagation de la réaction, en fait, quand c'est une masse sphérique, de l'intérieur vers l'extérieur. Et cette propagation de la réaction, je pense, c'est ce que j'ai lu, mais je ne comprends pas ces choses en détail, se produit pas efficacement quand la sphère est trop grande. Autrement dit, elle se volatilise, l'onde de choc la détruit avant que la réaction de fission puisse se propager suffisamment. Mais c'est tout ce que je ne suis pas expert. Une question aussi. Quand tu as entrepris tes recherches là-dessus, je pense que c'était dans le contexte d'un cours, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris après ça quand tu as approfondi la question là-dessus? Là? Qu'est-ce qui est le plus surprenant? Pour toi, là, je veux dire, qu'est-ce que tu t'attendais pas? Oui, c'est une bonne question, ça. Le fait que... Je pense que ce qui m'a le plus fait peur, c'est pas tellement le côté scientifique, c'est le côté déploiement. C'est le côté purement militaire qui est non scientifique. Là. Le fait qu'on soit tellement proche d'une catastrophe sans le savoir. Okay. Donc, la crise des missiles de Cuba, les accidents de déploiement d'armes que j'ai évoqués, ainsi de suite. Ces trucs-là sont comme... On se demande à quel point on peut être, pas incompétent, mais à peu près, là, dans le sens que l'accident de tuer. C'est ça qui m'a le plus surpris, plus que le côté scientifique aussi. A posteriori, ce qui est vraiment impressionnant, c'est toute cette recherche numérique, en tant que physicien et numéricien, qu'on pouvait faire avant d'avoir des ordinateurs puissants, comme ce qu'on a aujourd'hui ou ce qu'on avait il y a 20 ans. Parce que, bien sûr, quand on a arrêté les tests en 1995, donc ça fait déjà 25 ans, on s'est dit, maintenant, on a la puissance informatique pour faire des simulations qui rendent les tests inutiles. Mais en 1950, c'était pas le cas. Je veux dire, ça, c'était assez impressionnant. Il fallait faire... Donc, le degré d'expertise des théoriciens à l'époque, ce qu'ils devaient maîtriser comme outil d'analyse numérique classique, de
de modélisation, ainsi de suite, faisait que ces sujets-là étaient extrêmement difficiles. Et je pense qu'on est comme très gâtés aujourd'hui. On passe à l'ordinateur rapidement, on commence pas à étudier le contenu d'Abramovitz et Shtegun sur les fonctions spéciales, l'interpolation quadratique, etc. On ne fait plus ces choses-là. Mais à l'époque, c'était vraiment essentiel. C'était des outils de tous les jours. Et donc, les théoriciens travaillaient vraiment différemment. Je dois ajouter que peut-être avec les traités de diminuer le nombre d'armes nucléaires est venue la course des ordinateurs. Oui, et ça aussi, donc ça, c'est un très bon point. À chaque fois qu'on a, une autre chose qui est surprenante, c'est à chaque fois qu'on a un progrès technique qui est comme emblématique. Et là, tu viens de mentionner la course aux ordinateurs, aux superordinateurs, la course à l'espace, la course à la Lune. Tous ces trucs-là sont des effets secondaires de la course aux armements. Oui. Ça fait peur quand même. Ça fait peur, oui. Mais donc, c'est comme ça avec les superordinateurs. Depuis qu'on a l'initiative ASCII aux États-Unis, à partir de 1995, c'est la course aux superordinateurs. La plupart de ces machines-là sont installées dans les labos nationaux. Merci beaucoup encore. Très intéressant. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Donc, sinon, je vous invite à réapplaudir pour David pour l'excellente présentation. On se revoit la semaine prochaine. On va avoir deux présentations, donc Sarah Gott et Félix Touin, qui vont nous donner des présentations à la même heure, donc 10h30 lundi prochain. Donc, merci à tous. Merci David. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.